Alors, c'est le statu quo, Henri. On a l'impression d'être revenu au point de départ. Depuis la reprise des hostilités, mais surtout l'entrée du M23 à Goma, cette fois, le groupe rebelle soutenu par le Rwanda décidé justement à poursuivre sa marche qualifiée de libération après la reprise des hostilités ou du moins des affrontements près de Bukavu. Alors, la question que nous nous posons, compte tenu du contexte actuel, des accusations mutuelles d'ailleurs qui se multiplient, vous avez suivi dans cet élément la réaction du chef de la diplomatie rwandaise qui maintient que clairement le Rwanda n'y est pour rien. Kinshasa, par contre, qui tient une rhétorique bien différente. Quelle thérapie faut-il aujourd'hui pour sauver la République démocratique du Congo, Henri? Oui, c'est un problème à la fois complexe et à la fois simple, parce qu'il lie beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs dans ce problème que je connais. Je le connais pourquoi? Parce que moi, j'avais un camarade de classe qui était rwandais Hutu. Et alors, il était retourné après les études. Et il est revenu pendant les massacres. Donc, c'est quand même un problème que j'ai touché du doigt. J'ai un problème que j'ai touché du doigt parce que moi, j'ai eu, vous savez, il y a 25 ans, quand on arrivait en Belgique, quand vous voyez 10 Africains, 9 étaient Congolais. À l'époque, on les appelait les Aïrois. Donc, les gens que j'ai côtoyés, c'était majoritairement ces gens. Je les ai vus faire des réunions anti-Mobutu. J'assistais à ces choses. Ils allaient marcher à Bruxelles. Et je reviens, permettez-le-moi quelques minutes sur le coup de gueule d'Albert Anatolaï ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à l'époque de Mobutu? Il était là longtemps, il était un dictateur, il devait partir, il est parti. C'est quoi le résultat? Ce sont exactement les mêmes choses qu'on entend au Cameroun à propos de Paul Biya. Vous voyez qu'il n'y a pas de relève politique. J'ai vu un homme politique expliquer que son programme politique, c'est distribuer les Legos, les jeux Lego à l'école primaire. Au Cameroun. Ça, c'est un homme politique. Vous voyez manifestement qu'il n'y a pas une relève à la hauteur. Mais vous entendez les gens dire, il doit partir. D'accord. Pour quelle relève? Il y a un parallèle avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et les autres sont là, ils attendent le moment M. Je reviens sur le problème parce que j'ai ouvert un peu le débat. Parce que nous, Africains, nous regardons les choses et nous pensons que c'est localisé. Alors que les problèmes locaux que nous traitons sont des problèmes généraux. J'ai vu des Hutus en Belgique qui s'organisaient pour aller acheter des armes pour aller rechercher leur revente. J'ai vu des Tutsis en Belgique, je dis j'ai personnellement. Je ne vais pas vous donner les noms. Donc on ne parle pas d'un truc que je ne connais pas. Il y a d'abord un problème des Africains. Nous avons un problème, une négation des États-nations. Vous pouvez le regarder dans tous les pays d'Afrique. Dès que vous rentrez dans la politique interne, vous voyez que les gens nient l'existence de l'État-nation. Ça en arrive au débat crétin qu'on entend du fédéralisme dans un État uni au Cameroun. Vous avez un État uni, vous voulez fédérer. Fédérer, c'est unir. Comment vous voulez unir ce qui est uni? Et personne ne dit rien. En réalité, c'est les relents des antagonismes tribaux. Et quand vous arrivez en République démocratique du Congo, c'est ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire que les Occidentaux ont joué sur les antagonismes qu'eux-mêmes ont créés, qui sont les antagonismes tribaux au Rwanda. Ça a créé un affrontement qu'ils ont encouragé, qu'ils ont financé. Ça a créé des gens qui se sont réfugiés dans les pays frontaliers. Ça a créé des groupes dans ces républiques frontalières qui ont voulu repartir à l'assaut. Parce que, rappelons-le, la majorité Hutu n'est pas au pouvoir au Rwanda. Au nom de la démocratie, c'est la majorité Hutu qui devait être au pouvoir. Sauf si on accepte l'État-nation. C'est-à-dire que dans un État-nation, on ne regarde plus la tribu. La tribu est quelque chose de personnel, de culturel. Alors, tant qu'on dit souvent démocratie,
dans nos pays, en regardant la tribu, on aura du mal. C'est pour ça qu'il y a des soubresauts crétins du genre fédérer le Cameroun. On est même arrivé au Cameroun dans des imbécilités du genre je suis anglophone, l'anglophonie devient une tribu. Mais attendez, ça ne va pas dans la tête. Donc, pour revenir à la République démocratique du Congo, il y a donc des groupes qui se sont des groupes Hutus qui se sont réfugiés au Zaïre, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Et ces groupes Hutus-là prennent tout Tutsi pour un Rwandais. Même les Tutsis qui sont originaires de la République démocratique du Congo. Ça crée quoi? Des tensions. Donc il y a eu beaucoup de groupes armés là. Ça, c'est la première chose, les tensions humaines. Et au-delà de ça, ces groupes armés, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de survivre en exploitant les matières qu'il y a là. Et il y a donc un marché noir qui se forme. À côté de ça, il y a M. Mobutu, chef d'État du Zaïre, qui avait dit à ses populations, prenez, c'est pour vous. On a vu des gamins aller creuser le sol avec les doigts pour vendre des matériaux. Donc on est dans un imbroglio qu'on ne peut pas gérer rien que par des sommets. À côté de ça, vous avez une République démocratique du Congo qui n'a pas d'armée. Je dis et je le redis, j'étais avec un Congolais ici qui m'a fait le coup, non, l'armée existait, je sais. Bon, il faut quand même rappeler aux uns aux autres que nous tous, nous discutons ici sur base d'articles. Et les liens, on peut les envoyer autant qu'on veut. Il n'y a personne, mais les articles sont parfois contradictoires parce que les éditorialistes n'ont pas toujours le même point de vue. Donc, il ne faut pas nous bassiner avec. Très bien. Donc, ce Congolais me disait, non, oui, voilà, non, ce n'était pas ça. Non, la République démocratique du Congo, tant de Mobutu, n'avait pas d'armée, comme beaucoup de pays à qui on a empêché de former une armée. Conséquence, Kabila est venu avec des soldats, avec des bottes de caoutchouc, prendre le pays. Mais Kabila, il n'a pas pensé qu'un pays doit avoir une armée. Et puis, il y a eu Kabila fils, qui n'a pas pensé que le pays doit avoir une armée. Conséquence, on arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui, un petit groupe de rebelles est capable de marcher sur un État sans armée. Pourquoi vous tournez autour du pot? Alors, le chef de cet État qui s'appelle Tshisekedi, qu'est-ce qu'il arrive? Il va en Europe, il explique aux gens un à un, écoutez, voilà, dénoncez. Monsieur Tshisekedi, où avez-vous vu une commune l'ONU régler un problème de ce genre? Ça n'existe pas. Soit vous êtes un chef d'État, soit alors vous démissionnez, soit vous laissez le pays à l'armée qui va trouver les solutions de repousser l'ennemi. Et vous n'allez jamais négocier avec quelqu'un qui est plus fort que vous. Si vous êtes sur un ring avec moi et que je vous casse la gueule, vous n'allez pas me dire de négocier. On négocie quand les deux parties peuvent déjà se craindre. Là, on négocie. Dans tous les autres cas, soit alors M. Tshisekedi signe un armistice, dit bon, je reconnais avoir perdu la guerre, et il s'en va. Et c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Vers un chef d'État qui ne sert à rien. Moi, je dis qu'il ne sert à rien, excusez-moi. Mais qui va finir par dire, ok, d'accord, on se souvient de Bazoum, qui nous a dit que les terroristes étaient beaucoup plus puissants que lui d'ailleurs. Terroristes, nationalistes, chacun appelle comme il veut. Vous vous souvenez du conflit Algérie-Niger. Chacun appelle comme ça l'arrange. L'autre dit terroriste, l'autre dit nationaliste. Donc on ne va pas rentrer dans ces choses-là, dans un débat sérieux. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les faits sont là. Donc ce qu'il faut pour M. Tshisekedi, c'est soit de renforcer son armée, repousser, et alors s'asseoir sur une table de négociation, soit ne pas le faire. Or, là, on ne voit rien. On ne voit que quelqu'un qui fait les tours de capitale occidentale et qui dit aux gens, condamnez. Et puis quoi, quand ils auront fini de condamner? Oui, la Belgique a condamné, et puis quoi? Vous croyez que la Belgique va envoyer un militaire belge aller se tuer là? Et vous croyez que parce que quelqu'un serait à l'Union européenne en train de dire « je condamne les militaires soutenus par Kagame, ils sont juste beaucoup plus forts militairement, donc ils avancent ». Voilà, moi je fais la peinture de la réalité. Après cette peinture, on analyse comme on veut. Voilà, je l'avais dit ici sur ce plateau, qu'il n'y avait pas d'autre choix pour M. Tshisekedi que de se rapprocher de l'État de l'AES ou de la Russie afin de se procurer des armes.
Alors, ils sont allés prendre des Roumains, les gens ont mal interprété ça. Les Roumains que M. Tshisekedi allait prendre, ce n'était pas pour protéger la République démocratique du Congo, mais c'était sa garde rapprochée. Mais une garde présidentielle, une garde rapprochée ne garde pas les frontières d'un pays. Les Roumains ne sont pas venus là pour se faire tuer par un autre pays, ils sont venus garder, pour protéger M. Tshisekedi contre une éventuelle révolte des Congolais contre lui. Pourquoi est-ce que les choses sont quand même assez simples? Donc nous, Africains, il faut déjà qu'on essaie de s'analyser de façon de faire abstraction des tribus pour accepter l'existence dans des États-nations. Voilà. Mais tant qu'on sera là en train de dire Tutsi ou tout, parce que c'est ça qu'il se passe, on aura ce genre de problème. Les gens vont rentrer dans la faille et vont venir essayer de nous diviser. Voilà. Je sors par là. Merci.